par des partisans du régime ou par des... sujets Declared at any time. Madame, Messieurs, ils sont nombreux ces enfants qui sillonnent les rues de nos grandes cités à la recherche de quoi manger, à la recherche d'éducation, mais également à la recherche d'un abri. Ils sont abandonnés, ils font face aux exigences de la vie, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas de quoi manger. Cette situation préoccupe autant les gouvernements que les associations qui mettent en place des politiques pour aider à la réinsertion de ces jeunes. Et pour ces associations qui accompagnent les pouvoirs publics, il y a l'ONG Give Up, dont la fondatrice coordinatrice Hélène Piemeux est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ActuPlus. Bonsoir madame. Alors vous êtes la fondatrice de Give Up, mais également vous êtes ex-employée de la Banque mondiale. Dites-nous déjà comment a été le parcours pour en arriver là. Merci beaucoup pour votre question. Et effectivement, j'ai été recrutée à la Banque mondiale en septembre 1989, après mes études aux États-Unis, et j'ai été affectée dans mon pays, le Cameroun, où j'ai tour à tour été chargée de décaissement, des passations de marché et de la communication, et j'en suis sortie en septembre 2013. Quel type de poste vous avez occupé jusque-là? Dans les années 89, comme c'était l'ajustement structurel, je m'occupais de la dette publique. C'est-à-dire, j'étais la liaison entre la Banque mondiale et le Cameroun et travaillant étroitement avec la Caisse autonome d'amortissement. En 1995, j'ai été mutée de ce poste-là pour la passation des marchés, où je faisais une brève revue du portefeuille quand nous passons des portefeuilles financés par la Banque mondiale. Et ensuite, en 1999, j'étais chargée de communication. En cette période-là, la place de la femme n'était pas encore véritablement donnée dans la société. Comment se passait ce parcours-là, étant une femme qui participe à cette institution mondiale? Disons qu'à la Banque mondiale, on ne sentait pas trop cet écart entre les hommes et les femmes. Ce qui fait que moi, je n'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de femmes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la Banque mondiale et qui occupent même de hautes fonctions, plus que les miennes. Donc, je n'ai pas beaucoup senti ça. Peut-être au niveau de l'administration camerounaise, mais au niveau de la Banque mondiale, je n'ai pas trop senti l'effet d'être femme minoritaire dans une institution. Depuis combien de temps vous êtes au Cameroun? Ma base était ici au Cameroun. Mais nous, quand on signe le contrat de travail, on est obligé d'aller un peu partout où la banque est installée. Donc, j'étais au Sénégal, j'étais en France, j'étais en Belgique, j'étais en Afrique du Sud, j'étais au Maroc, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Parlez-nous un peu de vos rapports avec les autorités camerounaises. Quand je m'occupais de la dette, mes premières années de la banque, j'avais de très bonnes relations avec la Caisse autonome, le directeur général et le staff. Et nous travaillions la main dans la main pour que le Cameroun ne tombe pas dans la liste rouge de la Banque mondiale, d'autant plus que la Banque mondiale occupée était la tête de file parmi les bailleurs. Donc mes relations étaient bonnes. Maintenant où je suis dans le social et que je travaille avec le ministère des Relations des Affaires sociales, ça se passe très bien. Moi, j'ai de très bons rapports avec mon ministère de tutelle. Je n'ai pas de problème jusqu'ici. Sauf que, bon, les moyens d'accompagnement manquent. Justement, vous êtes présentée comme une femme qui se donne dans le social. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Avant de m'installer à mon compte personnel, un volet de mon travail à la Banque mondiale consistait à m'occuper des jeunes et des femmes. Nous avons un groupe de jeunes d'environ 125 associations et 80 femmes, toutes
toutes confessions confondues, hein. On n'avait pas de parti pris, ce qui fait que j'ai été beaucoup plus avec les couches défavorisées qu'avec les personnes aisées. J'ai été au Sénégal pendant quelques temps pour m'occuper des enfants de la rue. Et ici au Cameroun, avant d'aller au Sénégal, je m'occupais de la caravane No Sida. Je coordonnais une caravane qui s'appelait Caravane No Sida dans le milieu scolaire, où il y avait les universitaires, les écoles secondaires. Et nous avons fait le tour du Cameroun pour pouvoir sensibiliser les jeunes sur le phénomène du sida, pour qu'ils se protègent, pour les conscientiser et demander qu'ils restent peut-être abstinents jusqu'au mariage, et que ceux qui ne peuvent pas, qu'ils utilisent les préservatifs. Parlons justement de ces enfants de la rue. Comment se présente leur situation au Cameroun? La situation devient très inquiétante au Cameroun, parce que avec tout ce que nous vivons autour de nous, les crises frontalières et puis notre propre crise, ça fait en sorte que beaucoup d'enfants viennent. Le flux des enfants de la rue est beaucoup plus préoccupant qu'il y en avait il y a quelques années. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que pendant la journée, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont dans les marchés, dans les garages, les lavages de voitures et tout ça. Mais ils sont présents et c'est préoccupant si nous n'accompagnons pas l'administration camerounaise, le gouvernement, dans cette lutte, dans ce phénomène des enfants de la rue, afin qu'ils puissent soit rentrer en famille, soit être pris en charge quelque part pour leur donner un avenir, une autre vie que celle que ces enfants mènent dans la rue. Et quelles peuvent être les causes de cette situation aujourd'hui? Comment ces enfants peuvent se retrouver dans la rue? D'où viennent-ils? Les causes sont un peu multiples. Nous allons citer les principales. Oui, nous allons citer quelques-unes. Il y a d'abord la pauvreté extrême des familles et des zones pourvoyeuses de ces enfants. Nous avons le fait que la société accepte ce phénomène comme si c'était normal, c'est-à-dire qu'on les voit et puis on les utilise quelquefois en mauvais escient. Donc ça ne préoccupe plus beaucoup les gens. Il y a aussi le phénomène que ces enfants sont des familles monoparentales, c'est-à-dire la mère a accouché l'enfant hors mariage et une fois qu'elle se marie, le nouveau papa dit que je ne veux pas de tes enfants et puis l'enfant se retrouve rejeté. Et nous avons aussi le fait que l'allocation du budget qu'on donne dans ce volet-là, à mon avis, à notre humble avis, est très insuffisant. Et ça ne peut pas véritablement juguler le phénomène des enfants de la rue si les associations, si tout le monde, c'est-à-dire même l'homme de la rue, n'y met pas la main. Vous qui les suivez au quotidien, à quoi sont-ils exposés? Ils sont exposés à plein de dangers. Nous appelons ça les dangers de la rue. Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a le fait que on les utilise à des fins qu'on ne peut pas avouer. Quand ils racontent quelquefois leur vie dans la rue, on a les larmes aux yeux parce que quelquefois ils sont violentés, même sexuellement, ils sont abusés et tout ça, ce qui fait qu'ils sont très méfiants. Quand vous venez la première fois vers eux, ils se biffent et ils vous demandent, vous venez encore nous exploiter. Donc ils subissent beaucoup de sévices dans la rue, des abus des personnes normales. Et puis, ça fait ce que ça fait. Ça fait le cocktail que ça fait, c'est-à-dire la criminalité, les vols, les tirer des sacs des femmes dans les marchés et tout ça. Et qui est enfant de la rue exactement? Est-ce que c'est celui-là qui passe ses journées dans les rues et le soir rentre chez lui, ou bien c'est celui qui passe la journée et les soirées dans les rues? Nous avons deux catégories d'enfants de la rue. C'est vrai qu'on appelle tout ça enfants de la rue, mais au Sénégal, on dit enfants de la rue et enfants dans la rue. Enfants dans la rue, ce sont cette catégorie-là, où ils viennent chercher de quoi nourrir la famille et rentrent le soir. Enfants de la rue, ce sont ceux qui ont pour rue la famille, qui ont pour rue tout. Tout pour eux, c'est la rue, c'est-à-dire ils dorment, ils font tout là-bas.
Ils sont hiérarchisés, ils ont des chefs, et puis ils ont des zones où ils résident et tout ça. Ça, c'est le cas le plus malheureux quoi, pour notre pays. Parce que ceux qui viennent chercher de quoi manger et rentrer, ceux-là au moins, ils ont un toit. Mais les autres qui sont carrément dans la rue, ils subissent tout. Les intempéries, chaud, froid, et puis la violence de la société. Bon, là, on va parler également du rôle de la responsabilité de la société. Certaines personnes sont un peu méfiantes de pouvoir aider ces enfants-là parce que généralement, ils sont considérés comme ceux qui n'ont plus d'avenir, considérés comme des voleurs et donc ils se méfient. Moi, je ne me méfie pas d'eux parce que quand on a un cœur, vous savez, la psychologie des enfants, c'est comme l'idée de Dieu. Quand un enfant, quand ils nous voient arriver, pour la première fois où je suis allée vers eux, véritablement, ils ont couru. C'est vrai que j'avais un interprète parmi nous qui était aussi un ancien enfant de la rue, qui leur a parlé le patois pour les mettre en confiance. Mais au finish, on est devenus des amis. Et le lendemain, je suis venue les chercher pour sortir avec eux. J'ai loué une camionnette. Certains étaient dans ma voiture, 9 places. J'ai loué une camionnette pour transporter les autres. Et nous sommes allés, j'ai acheté dans les boulangeries, j'ai acheté plein de choses. On a mangé, on a passé toute la journée ensemble. Et le soir, ils sont revenus. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas chercher un endroit? S'ils sont aussi vulnérables, pourquoi ne pas chercher un endroit? Quand on les met en confiance et qu'ils sont avec nous, on les place dans un centre. Nous avons donc ouvert un centre que nous appelons centre multifonctionnel qui est pour eux comme un logement temporaire. Le temps de les remettre en ordre, de travailler sur leur morale et de négocier le retour en famille ou la mise en autonomisation ou le retour à l'école. En dehors de cette action, quelles sont les autres actions que vous mettez sur pied pour pouvoir réinsérer ces enfants-là dans leur famille? Nous avons des activités socio-professionnelles et des activités scolaires. Dans le scolaire, ceux qui veulent rentrer à l'école, nous payons leur scolarité, ils rentrent à l'école. En ce moment, nous avons un qui est en 2e année. Il avait fugué quand il a eu le bac, mais avec nous, il fait déjà la 2e année à l'université. Nous avons un en terminale, nous avons un en 3e année qui fait dans la technique, et nous avons d'autres, à peu près 9, qui sont en auto-emploi. Soit ils se regroupent, ils font l'agriculture ensemble, la culture de pastèques, la culture de tomates, soit ils se mettent ensemble pour faire une activité génératrice de revenus, par exemple le call box, le restaurant de rue, etc. Donc, la plupart de nos enfants que nous avons eus depuis que nous existons sont quelque part et ils font quelque chose de leur-même. Moi, nous ne leur donnons plus l'argent de taxi, l'argent de nourriture, parce qu'avant c'était ça. On devait les nourrir avec leur famille, parce qu'il y en a qui sont mariés parmi eux avec 4 enfants, un enfant. Comme on a vu défiler dans les images. Exactement, et nous devons les nourrir. En ce moment-ci, ils sont à leur compte personnel. Tout ce que nous faisons, c'est vérifier qu'ils se comportent bien, parce que des fois, ils sont aussi ramassés dans leur quartier pour amener à la police. Et nous sommes obligés d'intervenir. Mais ceux-là qui sont restés dans le programme, je pense que nous avons fait beaucoup pour eux et ils ont fait beaucoup pour nous en nous acceptant. Et comment s'établit le dialogue ou bien la relation avec les familles de ces enfants-là qui veulent revenir? L'enfant qui veut revenir, nous demandons le téléphone de ses parents. S'il n'a pas de téléphone et qu'il habite Yaoundé, nous prenons nos pieds, nous allons en famille, nous nous présentons, nous nous asseyons, vous allez voir dans les images, que nous sommes dans plusieurs, nous avons visité l'année dernière 6 familles avec 12 visites. 6 familles avec 12 visites. Ça, c'est hors ceux qui viennent chez nous. Là, par exemple, elle est venue chez nous. Elle est venue chez nous et la maman habite Mbanga et les enfants sont ici, à Yaoundé. à Yaoundé. Donc, c'est l'enfant lui-même qui a mené sa maman vers nous.
parce qu'il a vu ce que nous avons fait. Lui, l'enfant il vivait dans une maison sans toit ou avec des toits où l'eau coulait. On a fait le toit. Il n'y avait pas de matelas. On a acheté 5 matelas pour eux parce que c'était une petite pièce où il y avait à peu près 9 d'entre eux. Et pour les parents qui ont envoyé, on va dire, négligé les enfants et les envoyé dans les rues, comment est-ce qu'ils réagissent? Je ne peux même pas dire que les parents sont négligents. C'est vrai que nous avons une grosse responsabilité en tant que parents, mais généralement, cette cassure sur l'expérience que nous avons se fait quand l'un des parents meurt. Nous avons des cas où le papa est mort et c'est lui seul qui subvenait aux besoins de l'enfant et puis l'enfant était perdu, il a fugué. Nous avons aussi des cas où la maman fait tout pour encadrer l'enfant, mais l'enfant refuse parce qu'il suit les pères, il suit ses amis et il ne prend pas conscience que lui, il est orphelin et qu'il doit faire quelque chose pour sa vie. Donc, il suit les autres et le voilà dans la rue. Donc, nous avons plusieurs raisons pour lesquelles ils viennent dans la rue. Certains, ils viennent parce que tel ami est dans la rue, il fume et il high, oui, comme on dit. Et puis, moi aussi, je veux le suivre. Donc, c'est un peu ça. Mais quand nous arrivons dans une famille, nous essayons de connaître d'abord les causes du départ de l'enfant. Si c'est la têtudesse, parce qu'il y a aussi qui sont très têtus, le parent parle, il ne comprend rien, nous essayons de ramener les deux parents à l'ordre. Parce que quand l'enfant est têtu, le parent commence par la violence. Là, ça ne marche pas. Il faut plutôt le dialogue, surtout quand on a un certain âge. Parce qu'on a les 31 ans, l'année où nous les avons eus, ils avaient entre 18 et 31 ans. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, taper sur un enfant de 31 ans ou de 18 ans comme si vous tapiez sur un gosse de 2 ans. Ça ne marche pas. Il va te dire non et puis partir. Donc nous avons des cas comme ça, mais aujourd'hui, Dieu merci, la plupart de ces enfants sont en famille. Vous avez vu le cas de ce jeune qui a amené sa maman vers moi alors que sa maman n'habite même pas ici. Donc c'est là notre joie. Et vous les suivez une fois rentrés dans les familles? Nous les suivons. Nous donnons jusqu'à 5 ans. Parce que ça ne sert à rien de retirer l'enfant de la rue si on ne peut pas le suivre jusqu'à ce qu'il soit homme ou femme, jusqu'à ce qu'il soit autonome, capable de se gérer lui-même. On ne peut pas faire ça parce que le lendemain, il va repartir et il pourra devenir pire que les autres. Parce que quand il repart, le chef qu'il a laissé ne le laisse pas respirer. Parce que quand on lui enlève une proie, quand ils vont travailler, ils ont quelque chose qu'ils donnent à leur chef. Maintenant, si on réussit à l'enlever de ce milieu et qu'il revienne, vous comprenez que ce qu'il va subir comme sévice vis-à-vis de ses pères qu'il avait laissés là hier. Et toutes ces actions que vous mentionnez sont synonymes de dépenses. Comment est-ce que vous faites pour le financement? Ça, c'est une très bonne question. Je peux vous dire que depuis 2 ans et demi où nous sommes sur le terrain, nous vivons de la bonne volonté. Quand nous présentons le projet, les gens trouvent que c'est bien. Vous, par exemple, vous m'accueillez ici parce que j'ai présenté le projet, vous avez trouvé que c'est bien. Nous n'avons pas encore eu de partenaire qui jure que oui, je vais avec vous. Peut-être c'est comment le système est conçu de notre côté ici. Parce que de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, par exemple, ce n'est pas la même chose. Là où j'ai travaillé, dès que vous voyez une entreprise, personne physique ou morale, et qu'on leur parlait du projet, un peu, on a là quelques partenaires en voilà, image. il adhérait tout de suite. Il disait tout de suite, je pars avec vous, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce que ces enfants-là, quand ils agressent, ils ne cherchent pas X, Y, ils agressent tout le monde quand ils ont besoin. Quand ils cassent les voitures, ils cassent les voitures de tout le monde. Donc, tout le monde adhérait et c'est ce qui faisait notre force. Ici, notre force réside dans les personnes comme vous, qui voient nos efforts et disent, bon, nous allons vous accompagner. Nous avons une seule marraine qui n'est même pas, elle est camerounaise, mais elle n'est pas d'ici, une ex-collègue de la Banque mondiale qui est postée ailleurs aujourd'hui et qui a décidé de financer nos projets, c'est-à-dire les projets d'autonomisation de ces enfants-là. Donc, depuis 2 ans, elle met un budget à notre portée
Elle dit que mais ce budget va servir seulement à telle chose. Donc nous ne pouvons même pas tricher avec ça. Et à la fin de l'année, nous présentons un rapport d'activité et un rapport financier. Ce qui veut dire que, bon, elle sait exactement ce que nous avons fait avec son argent. Et au fur et à mesure, nous envoyons les photos pour lui dire que voilà les photos du produit que tu as, auquel tu as contribué. Vous ne recevez pas de subvention de l'État camerounais? Non, d'accompagnement? pas encore, mais nous espérons que ça va venir parce que nous sommes en contact avec notre tutelle, nous lui avons écrit et nous avons aussi écrit à beaucoup d'autres qui sont dans notre visée, dans notre rétroviseur, parce que c'est eux qui doivent émuler cette action. Je parle du ministère de la Justice, je parle du ministère des Enseignements secondaires, de la jeunesse, de la femme, puisque nous nous occupons des familles. Je parle du ministère de l'administration territoriale et du ministère de l'enseignement supérieur. Tous ces ministères clés des municipalités, des chefs traditionnels, des chefs religieux, de tout le monde, parce que si les municipalités s'y mêlent, si les églises et les mosquées s'y mêlent, si tout le monde fait quelque chose, ne serait-ce qu'une infime partie de ce que nous avons, je pense que d'ici 2035, quand nous allons atteindre l'émergence, nous aurions peut-être pas diminué complètement parce que c'est un phénomène de société, mais nous aurons au moins réduire à un degré très faible le phénomène des enfants de la rue au Cameroun. Et comment se passe la collaboration avec les autres associations, puisqu'il y a plusieurs organisations également qui s'occupent? Nous sommes en contact avec beaucoup d'autres associations, y compris les orphelinats. Quand nous recevons les objets en nature, les dons en nature, nous en donnons à ceux qui en ont besoin. Nous ne refusons pas ces dons-là. Nous en donnons parce que chez nous, c'est principalement les garçons. Les femmes ou les filles qui sont parmi nous sont les copines de ces enfants-là. Donc, nous ne traitons pas directement avec les filles, les jeunes filles ou les femmes. Donc, nous donnons, voilà, par exemple, ça c'est à 30-40 km de Yaoundé. Nous sommes allés dans l'arrondissement d'Abili, à Bikok, pour faire ces dons aux enfants orphelins et puis à Edima. Edima aussi s'occupe des enfants de la rue. Mais eux, les enfants viennent le jour et repartent. Ils n'hébergent pas les enfants. Voilà le père Mauricio avec qui nous sommes en partenariat. Mais c'est nous qui donnons plus. A-t-on une idée du nombre d'enfants de la rue au sens au Cameroun déjà? Je vous assure, le nombre, même au Sénégal, personne ne les maîtrise. Ils sont très mobiles. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont enregistrés dans un cahier, 6 mois plus tard, ils disparaissent, et puis un jour, ils réapparaissent. De deux, il n'y a pas de statistiques fiables sur lesquelles on peut commencer à chercher les causes de ces enfants-là. La dernière étude date de 2003, et elle disait, nous l'avons lu dans l'Internet, elle disait 10 000 enfants au Cameroun, dont 7 000 à Yaoundé et Douala. Donc, imaginez-vous, de 2003 à ce jour, combien il peut en avoir avec tout ce que nous vivons dans les frontières, nos frontières qui sont poreuses, où tout le monde veut venir au Cameroun. Donc, vous voyez un peu, on n'a pas de statistiques. C'est pour cette raison que dans notre programme d'action 2018-2019, nous avons un volet programme, c'est-à-dire faire la situation des enfants de la rue au Cameroun, en commençant par les zones pourvoyeuses de ces enfants. Nous allons nous asseoir avec les parents, nous asseoir avec les enfants, voir pourquoi ils émigrent dans les grandes villes et chercher les solutions. Et nous voulons inviter aussi les pouvoirs publics à faire le même exercice. Parce que si dans une zone donnée, on se rend compte que c'est une zone agricole, ou c'est une zone d'élevage, ou c'est une zone de je ne sais pas quoi, culture de canne à sucre ou de coton, on peut faire des écoles techniques qui font en sorte, qui forment ces enfants et créer les entreprises, les PME, les PMI, pour que, à la sortie de l'école, ces enfants soient recueillis, ce qui leur permet de rester dans leur famille. Parce que l'enfant ne peut s'épanouir qu'il s'il est à côté de ses parents. Il n'y a pas, Dieu l'a fait comme ça, que les enfants soient regroupés en famille. Donc, si on a ces mécanismes,
les enfants n'auront pas envie de sortir pour venir en ville. Et avec des mesures d'accompagnement, si on fait on met ces mécanismes en place, on met aussi les mesures pour le suivi. C'est ce que nous voulons faire pour prévenir en sorte que les nouvelles générations ne viennent plus dans la rue, que chaque enfant reste en famille. By the way, notre leitmotiv ou notre devise, c'est un enfant, une famille, une communauté. Parce que si l'enfant est rejeté par sa famille, l'enfant devrait aller chez ses parents, l'enfant devrait aller en communauté. Mais pourquoi choisir la rue? La rue ne devrait être que l'ultime. Et justement, vous organisez un événement en faveur de ces enfants-là à la fin du mois de novembre. De quoi s'agit-il exactement pour terminer? Nous sommes en train de vouloir faire une levée de fonds en faveur de ces enfants pour pouvoir arriver en sorte que notre plan d'action d'ici 2019 soit accompli. Ce sont des objectifs très, très ambitieux. Notre plan d'action a un budget de 60 millions et nous seuls, nous ne pouvons pas. On ne peut pas avoir les 60 millions d'ici 2 ans pour pouvoir juguler le phénomène et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est-à-dire prévenir, faire en sorte que lorsque la coupe se passe ici, qu'il n'y ait pas d'enfants dans la rue ou bien que le nombre ait été diminué. Donc c'est plus un événement de récolte? C'est une levée de fonds. Nous tendons la main à toutes les bonnes volontés pour que le 30 novembre, un jeudi, 30 novembre 2017, de 17h à 23h, au cercle municipal de Yaoundé, que tous ceux qui veulent, qui ont la passion pour le social, particulièrement pour les enfants vulnérables, ceux de la rue, qu'ils viennent communier avec nous. Il y aura beaucoup d'attractions parce qu'ils vont présenter ce qu'ils font avec leurs mains. Ils vont témoigner, chacun va raconter son histoire. Et puis là, nous allons nous réjouir. On sera accompagné avec les autres ONG qui font à peu près comme nous. Le rendez-vous est noté, il est pris. Hélène Piemeux, merci d'être passée sur Vision. Ça a été très court. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation sur Actu Plus ce soir. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont participé à la réalisation de ce programme. Actu Plus vous revient demain à la même heure, mais restez en compagnie de la chaîne africaine. Bien, bonsoir. Declared at any time. Yanukovych, what measures... Par des partisans du régime ou par des... Declared at any time. Yanukovych, what measures...